Saviez-vous que It s'inspire d'une histoire vraie? Qu'un film similaire a déjà été tourné une première fois pour la télévision? Que des policiers ont dîné dans un bar en compagnie de détenus? Et que la scène du hold-up s'est déjà produite par le passé? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent. Générique. Lorsqu'il s'engage sur le tournage de It en 1994, le réalisateur Michael Mann est précédé du succès public et critique de son précédent long métrage. En effet, le dernier des Mohicans rapporte plus de 75 millions de dollars au box-office mondial, totalise plus d'1 million d'entrées en France et remporte l'Oscar du meilleur son. Il s'agit de sa plus grande réussite commerciale. Après Le Solitaire en 81, La Forteresse Noire en 83, Le Sixième Sens en 1986 et donc Le Dernier des Mohicans en 92, It marque la 5e réalisation de l'auteur. Déjà un goût certain se dessine pour des personnages de voleurs et d'agents du FBI. Sorti en 1995, le film installe définitivement le cinéaste comme un auteur majeur, sachant aussi bien étudier la psychologie de ses personnages que mettre en scène l'action caméra à la poule dans un style brut et réaliste. It représente donc la parfaite association de l'intime et du spectaculaire, un grand film d'auteur où le tragique côtoie l'épique. Réunis pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro se confrontent dans un face-à-face marquant durablement l'esprit des spectateurs. Si les deux comédiens se sont déjà croisés lors d'un fondu enchaîné dans Le Parrain 2, ils ne se sont jamais affrontés directement. Pourtant, derrière l'apparent duel entre le policier et le cambrioleur se noue une discrète complicité entre les deux acteurs. Acclamé par le public et la critique à sa sortie en salle, It rapporte plus de 180 millions de dollars de recettes à travers le monde et attire près d'1,5 million de spectateurs en France. Je vous propose donc de découvrir les coulisses du tournage de It, du long métrage, ainsi que l'analyse de l'ensemble du film à travers l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Né dans une famille d'immigrants juifs européens en 1943, Michael Mann grandit dans les quartiers sensibles de Chicago au cours des années 50 et 60. Au cœur de cette grande métropole règnent les gangsters. Devenu ami avec Knight Grossman, ce dernier lui présente un certain Chuck, policier de la brigade criminelle. L'inspecteur lui raconte sa rencontre avec le vrai Neil McCauley autour d'un café. Le criminel a effectué une peine de 25 ans en cellule, dont 8 passés à Alcatraz et 4 à l'isolement. Chuck Adamson apprend à connaître intimement la vie du détenu. Chuck infiltre une bande, connaît ses projets de cambrioler un grand magasin. McCauley flaire le piège et se retire définitivement du lieu. 2 ans plus tard, en 1964, l'inspecteur Adamson tue McCauley alors que celui-ci tente de réaliser un vol dans un supermarché de South Cicero Avenue. Chuck confie à Michael Mann son admiration pour la personnalité hors pair du criminel. Fort de la confidence d'un événement véridique, le réalisateur songe à transposer ce récit pour la télévision. Il souhaite adapter 40% du scénario en téléfilm. C'était un pilote à l'origine pour la télévision, commente Michael Waxman, assistant réalisateur. Prototype tourné sous forme de brouillon en 17 ou 18 jours, le téléfilm LA Takedown est diffusé par la chaîne NBC le 27 août 1989. Toutefois, Michael Mann s'entretient au début des années 90 avec le producteur Art Linson. Lors d'un petit déjeuner, il lui confie le scénario de LA Takedown. Art m'a dit « Tu es dingue, il faut que tu en fasses un film, ton prochain film », confie le réalisateur. Sur les conseils de son ami, il travaille sur une version pour le grand écran. Art Linson contacte Robert De Niro pour incarner McCauley et Michael Mann Al Pacino pour interpréter le policier. Pacino apprécie l'idée du flic déstabilisant ses cibles et imite à l'écran l'attitude d'un consommateur de drogue totalement imprévisible. Le lieutenant Hanna, sans limite, renifle sa proie tel un chasseur.
À s'y méprendre, il ressemble au criminel qu'il traque et vit par dose d'adrénaline. Face à lui, Robert De Niro. Le comédien signe son contrat après la lecture de la scène de la discussion au restaurant. Autodidacte, se construisant seul, Macaulay adopte une attitude rigide. Heat oppose donc un personnage de criminel dogmatique à un policier hors de toute règle. Pour Michael Mann, chaque personne est un univers en soi menant sa propre vie. La chance n'entre pas vraiment en compte. Parfois, il est impossible de défaire les fils inextricables de la causalité. Chaque individu effectue un choix aux lourdes conséquences. Nul ne peut échapper à ses propres décisions. Le tournage débute avant la validation intégrale du casting. Jon Voight et Amy Brenneman déclinent d'abord leur rôle avant de l'accepter. Dans une recherche de réalisme, le cinéaste demande aux acteurs de la bande de Macaulay de rendre visite à des détenus de la prison de Folsom. Mann, quant à lui, participe à des opérations de police à Los Angeles et répond aux appels radio au sujet des homicides et cambriolages à main armée. Équipé d'une arme en guise de protection, il assiste aux scènes d'interrogatoire et dîne au restaurant en compagnie des agents. Michael Mann réussit à réunir autour d'une même table, d'un bar, des policiers et des détenus. Il étudie la vie personnelle des deux côtés de la loi pour comprendre comment une profession peut changer la personnalité d'un homme. Par son sens de l'observation, il saisit qu'un policier doit penser comme un voleur pour en attraper un. De véritables policiers et médecins apparaissent dans leurs propres fonctions à l'écran. De véritables policiers forment les comédiens interprétant des flics sur des stands de tir. Durant 3 mois, Al Pacino et ses partenaires s'entraînent au maniement des armes dans des rues reconstituées à l'intérieur du stand. Robert De Niro et les membres de la bande criminelle se costument et pénètrent à l'intérieur d'une véritable banque avant de repartir. Les interprètes du hold-up à l'écran répètent ainsi une situation déjà vécue. Ainsi, avec ses comédiens, le metteur en scène survole en hélicoptère la ville pendant plus de 3 heures pour repérer les potentiels lieux de tournage. Il tourne dans 106 décors réels. L'un d'entre eux, lieu dans lequel se déroulent des combats illégaux de coqs, est transformé en un décor de combat de pitbull. Michael Mann et ses équipes filment uniquement le week-end la scène de cambriolage. Lors des séquences d'affrontement, entre 800 et 1000 salves sont tirées. En revanche, le bruit de la fusillade est produit en studio. Soignant sa photographie, le réalisateur choisit une palette chromatique spécifique. Pour créer des teintes bleues et vertes, le directeur de la photographie Dante Spinotti utilise de la gélatine sur les fenêtres. Dove Honning et ses équipes travaillent 7 jours sur 7 sur le montage de Heat. La musique, signée par le compositeur Elliot Goldenthal, vise à créer des expériences sonores sans donner de références précises. La bande originale fait appel à des percussions, des textures de guitare, des instruments faits maison, des violoncelles en acier et d'étranges mélanges de sonorités. L'artiste Moby produit lui-même des morceaux entendus lors des scènes de rencontre entre Al Pacino et Robert De Niro. Michael Mann fonde sa mise en scène à partir de l'établissement de parallèles entre l'itinéraire du lieutenant Hanna et celui du criminel Macaulay. Refusant toute forme de manichéisme, l'œuvre présente des personnages nuancés. Le policier se comporte en voyou pour attraper une proie possédant toutefois un code de l'honneur. Si l'intrigue principale de Heat repose sur un classique jeu du chat et de la souris, le vrai sujet se trouve ailleurs. Derrière les coups de feu et les séquences de course-poursuite se dissimule une réflexion sur la solitude. Après la réussite d'un braquage introduisant le film, le personnage de Macaulay se réfugie seul dans une maison au bord de l'eau. Il vit dans un appartement vide à l'image de son désert sentimental. Lorsqu'il rencontre la jeune Edie dans un bar, il la rejette dans un premier temps alors qu'elle essaie de s'intéresser à lui. Macaulay refuse de s'attacher. Edie incarne un imprévu dans son programme de détachement émotionnel. Le criminel répète à son coéquipier Chris, interprété par Val Kilmer, la règle essentielle. Si tu veux faire de vieux os dans ce métier, sois libre comme l'air. Tout ce qui a pu prendre une place dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, dès que tu as repéré un seul flic dans le coin. Pourtant, Macaulay agit à l'encontre de son principe. Face à la jeune femme blessée, par son rejet, il éprouve de l'empathie. Il s'affiche comme un représentant travaillant dans le métal, lui pose une multitude de questions sur elle et se rapproche physiquement d'Edie. Une intimité s'installe par le gros plan entre les deux protagonistes. Macaulay séduit la jeune inconnue par sa capacité d'écoute. Poursuivant la discussion à son domicile, il se confie sur son passé. Ma mère est morte il y a longtemps. Quant à mon père, je ne sais pas trop où il est. J'ai un frère quelque part.
S'il ne possède aucune véritable famille, il désire secrètement en fonder une et rêve de partir aux îles Fidji. Je suis seul, je ne suis pas solitaire, avoue-t-il à Heidi. Là réside toute la nuance. Macaulay subit une solitude qu'il n'a guère choisie. Si son métier à haut risque exige une vie solitaire, il ne la souhaite pas. En embrassant Heidi, il entrevoit l'opportunité de se délier de sa solitude. Dînant au restaurant avec ses coéquipiers entourés de leur famille, il ressent un vide qu'il tente de combler en appelant la jeune femme au téléphone. Pressé par le temps, Macaulay insiste pour que son amoureuse la rejoigne en Nouvelle-Zélande. Un horizon se profile. Un simple fantasme, une illusion. Personne ne peut échapper à ses choix passés. L'histoire d'amour s'avère impossible. Au volant de sa voiture, il dévie sa trajectoire en empruntant la mauvaise voie. L'automobile métaphorise la sortie de route d'un conducteur engagé dans la mauvaise direction et ne pouvant plus revenir en arrière. En face de lui, le visage du lieutenant Anna barre la route de ses rêves. Chaque action entraîne des conséquences. Le lieutenant Anna, de son côté, mène lui aussi une vie de solitaire. Marié après plusieurs divorces successifs, il se sert un verre dès son retour au domicile. Sa compagne l'interpelle. Chaque fois que j'essaie de maintenir un climat normal entre nous, tu disparais. Anna, assis, conserve une certaine distance. J'étais avec 3 Maccabées sur un trottoir du côté de Venice Boulevard, Justine. Je suis désolé, navré que ce putain de poulet à la con soit un peu trop cuit, rétorque l'officier sans la regarder. Il ne peut concilier sa vie de famille avec sa profession. Son travail représente sa drogue. Anna refuse de partager avec sa compagne les événements morbides auxquels il assiste en opération. Face à Justine, restée seule au bar, il confie: je t'ai dit qu'il faudrait me partager constamment avec tous les pourris, les mauvais et toutes les saloperies de cette planète. Le policier efface le père et le mari. Sa vie se déroule sur les scènes de crime. La mort des autres lui permet d'entretenir sa vivacité physique et intellectuelle. Je dois contenir ma colère et la préserver. Elle me sert, cela me maintient en forme, je suis à l'affût, c'est ma raison d'être, affirme-t-il. La présence au travail inclut l'absence de toute vie de famille. Anna rejette la monotonie du foyer car elle ne correspond pas à son attente d'adrénaline. Heidi adresse une remarque similaire à Macaulay. Tu vas, tu viens, dit-elle, confuse. Le principal obstacle à une vie de couple épanouie s'avère l'exercice de son travail. Tandis qu'il danse avec sa femme au cours d'une soirée, la sonnerie du beeper rappelle Anna à son devoir. Justine disparaît du plan. Plus tard, le lieutenant regarde impuissant sa femme se maquiller en l'ignorant. Sans cesse absent, l'officier découvre l'amant de sa femme par hasard et débranche le poste de télévision. Remplacé par un autre homme, le policier se replonge dans la traque de son suspect. Anna comprend que son mode de vie est incompatible avec la fonction d'époux et de père de famille. Le lieutenant rencontre Macaulay sur le bord d'une route et lui propose un café. Réunis dans un restaurant, les deux hommes se font face. L'intégralité de la conversation se déroule en chant contre chant. Ainsi, nous ne voyons jamais les deux personnages dans le même plan. La mise en scène de Michael Mann illustre une confrontation ressemblant davantage aux retrouvailles de deux frères jumeaux. Macaulay et Anna se comprennent intuitivement. Je fais ce que je sais faire, je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, tu essaies d'arrêter des mecs comme moi, affirme le criminel. Les deux protagonistes partagent le même rejet de la normalité. Ma vie, c'est vraiment la zone. J'ai une belle fille qui est à côté de ses pompes parce que son géniteur est l'archétype du sale con. Et j'ai une femme. On se voit en coup de vent. Notre mariage a du plomb dans l'aile. Mon troisième. Parce que je dois passer tout mon temps à poursuivre des types comme toi dans tout le pays, répond Anna. Je ne sais rien faire d'autre, ajoute-t-il. Pareil pour moi. Et je ne crois pas en avoir envie. Pareil pour moi. Les deux hommes se confient sur leurs rêves. Face aux objectifs à atteindre, ils raisonnent de manière similaire. Le policier et son suspect représentent deux êtres confrontés au sacrifice de leur vie sentimentale. Ils partagent un même appel de l'abîme. L'un ne peut exister sans l'autre. L'un ne peut perdre sans l'autre. En réalité, Anna et Macaulay incarnent l'échec d'une vie qui aurait pu être tout autre. Abattu après une course-poursuite, Macaulay serre une dernière fois la main de son adversaire. Deux frères unis main dans la main. Plus que tout, Anna meurt de l'intérieur en venant à bout de sa proie. Son objectif atteint, le chasseur erre seul sans but. Définitivement une histoire d'absence et de solitude. It se révèle une profonde tragédie humaine sur la perte. Perte d'un amour, perte d'un rêve, perte d'un frère,
Le film de Michael Mann nous rappelle que chaque prise de décision entraîne des conséquences. Le lieutenant Hanna et le criminel McCauley jouent leur vie à chaque instant. Une vie basée sur la fuite perpétuelle et l'impossibilité de se stabiliser. Face au policier, McCauley lui raconte son angoisse de la noyade et interprète sa vision comme celle d'un homme peinant à rattraper le temps perdu. À l'instar du personnage de Pierre dans L'homme pressé, le roman de Paul Morand, le protagoniste s'agite pour arriver plus vite au rendez-vous avec la mort. Vivre pleinement réside donc dans le plaisir de l'instant et non dans une course anarchique vers le néant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.